Je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de Wanyime. Wanyime est un prénom sénoufo qui signifie littéralement « à l'ombre de quelqu'un ». C'est un prénom que l'on donne à un enfant qu'on aimerait placer sous la protection de Dieu. La Wanyime dont je vous parle ce soir est une enfant qui est née et qui a grandi ici en Côte d'Ivoire. Elle était curieuse de tout, elle était espiègle et surtout, elle donnait l'impression de vivre dans son monde parce qu'elle avait une façon particulière de faire les choses. Une fois, son père est rentré du travail et il était mécontent parce qu'il était 20 heures passées et elle était encore assise devant la télé. Il a donc dit à sa maman qu'il allait lui-même la faire coucher. Quelques minutes après, la mère étonnée voit sortir de la chambre la petite Wanyime alors qu'elle s'attendait à voir son mari. Et quand elle lui a posé la question de savoir « Mais Wanyime, où est papa ?» Elle lui a répondu « Ah, maman, je pense qu'il était plus fatigué que moi. Hein. Papa, il dort. C'est moi qui l'ai fait dormir. » Quand son petit frère est né, l'unique garçon de la fratrie, son père était heureux. Et quand il est allé à la maternité, il a dit au petit garçon « Mon fils, je suis content que tu sois là. Je suis content, c'est vrai. Mais j'ai quelque chose à te dire. Il y a un autre garçon qui t'attend à la maison, mais elle porte des jupes. » Et depuis, il a toujours appelé son premier garçon. Le plus beau cadeau que ses parents lui ont fait a toujours été de l'aimer telle qu'elle était, de l'accepter au lieu de vouloir la changer et de l'accompagner, ce qui lui a permis très tôt de savoir ce qu'elle voulait être et surtout ce qu'elle ne voulait pas. Mon nom est Sarah Wanyime Koulibaly et je suis la petite Wanyime. Je suis très émue d'être là ce soir et je suis très émue également de vous montrer cette photo de moi. Parce que de cette enfance dont je parle avec beaucoup d'humour et de nostalgie, il ne me reste que cette image. Malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, ma famille a été victime de la crise post-électorale. En très peu de temps, nous avons tout perdu. Je n'ai plus d'image de moi enfant et cette image est la seule image qui me reste. Ce que je garde dans le cœur, ce sont ces choses immatérielles qui me suivent quel que soit l'endroit où je suis. Et je comprends maintenant, à mon âge adulte, que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, ce sont ces moments-là qui n'ont pas de prix. Et surtout cet amour, comme Roselyne le disait. Je suis très contente de me retrouver ce soir à Grand Bassam. Parce que très peu de personnes le savent, mais monsieur le maire, j'ai vécu ici pendant 2 ans. C'est ici à Grand Bassam que j'ai obtenu mon baccalauréat. Et c'est donc ici à Grand Bassam que j'ai découvert le monde. Et c'est Grand Bassam qui m'a ouvert les portes du monde. À 16 ans et demi, le bac en poche, je décide de m'installer à Bruxelles. Je voulais y faire des études d'architecture. L'architecture parce qu'on avait très tôt décelé en moi un talent créatif. Et c'était pour moi un métier qui allait me permettre de m'exprimer. Là-bas, à Bruxelles, j'ai rencontré mon amie, Trine. Trine était chinoise. Et comme moi, elle avait quitté son pays pour s'installer dans le pays du Mannequin Peace. Nous sommes très tôt devenus amis. On était inséparables. Et au bout de quelques temps, mon amie m'a dit qu'elle s'était rapprochée de moi parce qu'elle était fascinée par la couleur de ma peau et par les tresses que je portais. J'avoue que moi aussi, j'aimais passer du temps avec elle parce qu'en plus, elle cuisinait bien. Et puis, c'est bon le canard laqué. Et surtout, j'en apprenais beaucoup plus de sa culture parce que finalement, on est toujours mieux raconté que par soi-même. Mais je me suis quand même posé une question. Nous avions 16 ans et demi. Nous étions de jeunes adolescentes. Et je n'arrivais pas à comprendre que mon amie me dise qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un comme moi. Bon, c'est vrai, je peux comprendre que la Chine soit loin de mon Korogo natal, mais quand même, moi, enfant, j'avais déjà reçu des jouets qui ressemblaient à mon amie Trine. J'avais déjà reçu des poupées qui ressemblaient même à mon amie Vanessa, l'Ukrainienne. Je ne comprends donc pas qu'une personne comme moi lui semble totalement étrangère. Je me suis donc posé la question de savoir si j'étais représentée dans mon identité, à cette étape cruciale de la construction d'une personne. Parce que oui, finalement, c'est pendant l'enfance qu'on devient un être sociable. C'est pendant l'enfance qu'on apprend à accepter l'autre
et qu'on apprend à savoir un peu plus sur lui. Donc si à ce moment-là, moi, je suis absente en tant que personne, mais finalement, comment est-ce que je vais pouvoir me faire accepter plus tard? Comment est-ce que je ne serai pas victime des clichés de la société au moment où je pense que je peux m'exprimer? Et puis, finalement, j'ai quitté la Belgique parce que je me suis rendu compte que l'architecture, ce n'était pas pour moi. J'étais certes créative, mais je ne voulais pas rester dans un bureau. Je me suis donc installée en France. Et là-bas, j'ai commencé dans le fond de ma chambre d'étudiant à fabriquer des accessoires et des chaussures. Je le faisais pour des amis d'amis, bénévolement. Et finalement, cette petite activité a commencé à être lucrative. Et grâce à la magie des réseaux sociaux, j'avais de plus en plus de commandes. Finalement, je me suis rendu compte que je tenais là une première idée d'entreprise. Et j'ai donc décidé de me professionnaliser. Je suis retournée à l'université de ma ville et je me suis inscrite. Je me suis inscrite pour faire un master en création d'entreprise. Le sésame pour faire cette formation était d'avoir un projet. Je suis donc allée avec mon idée. Elle était toute simple. Je trouvais que nous étions des femmes, certes parisiennes, mais avec des origines. Donc je voulais affirmer mes origines en portant sur moi des accessoires qui me permettaient d'affirmer mon identité tout en étant adaptée à ma vie. Et donc je voulais créer une marque de chaussures ethniques d'inspiration africaine. Le premier jour de classe, nous nous sommes retrouvés autour du professeur. Nous devions être à peu près une quinzaine de personnes dans ma session. Et chacun devait parler de son projet. Je devais être, je pense, la 12e personne sur le tour de table. Et là, j'ai entendu « Monsieur, moi, je voudrais faire des t-shirts blancs. Monsieur, moi, je voudrais faire un logiciel. » Déjà vu. Monsieur. Et là, mon tour arrivait. Et j'ai commencé à littéralement m'enfoncer dans ma chaise. Mais comment est-ce que j'allais leur expliquer ce que je voulais faire? Comment j'allais leur expliquer ce que c'est que le pankita, le bogolan ou même le kuba du Kasaï? Ils ne connaissaient pas. Mon projet me paraissait trop peu commun. Et quand mon tour est arrivé, je me suis exprimée. Et je lui ai dit, monsieur, je veux créer une ligne de chaussures. Et là, j'ai reçu l'une des plus belles leçons de ma vie. Il m'a écoutée pendant quelque temps et il a dit, tu sais Sarah, j'aime bien ton projet. Parce que finalement, nous, à notre place, ce qu'on attend, c'est qu'on nous montre des choses qu'on n'a pas déjà vues. Et donc, j'aime bien, parce que ce que tu me racontes, c'est des choses que je ne sais pas. Et je trouve ton projet original. Le mot était lâché. Originalité. Et j'ai compris là qu'en fait, aujourd'hui, il fallait faire la différence pour pouvoir finalement se trouver une place. Parce que nous sommes dans un monde où quasiment tout a été fait. En 2014, j'ai vécu une grâce. Dieu m'a donné la grâce de l'enfantement. J'attendais mon premier enfant. Et là, j'ai commencé à chercher dans les magasins des jouets qui me ressemblaient ou ressemblaient à ma fille. Je n'en ai pas trouvé. Je les ai cherchés ici, à l'extérieur. Je ne les ai pas trouvés. Et je me suis souvenue de mon amie Trine et de tout ce que j'avais vécu moi et ce que j'avais ressenti plus tôt. Et j'ai compris que finalement, le problème n'était pas résolu. Il n'existait pas, ou quasiment pas, de jouets qui me ressemblaient dans les rayons. Alors, entrepreneur que je suis, femme, maman et citoyenne du monde, j'ai décidé de m'engager. Et en même temps que ma fille naissait, est née Naïma Dolls, les jouets, les poupées de Naïma. En créant Naïma, j'ai simplement voulu mettre à la disposition des enfants du monde ce que j'aurais voulu retrouver pour mes propres enfants. Parce que je pense qu'il est important que nos enfants puissent grandir avec des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Mon entreprise est 100% féminine. Nous sommes toutes des mamans, toutes. C'est pour cela que vous verrez que dans tous les jouets qu'on conçoit, il y a beaucoup d'amour, parce que nous n'avons que ça à donner à ces enfants. Certaines personnes décident de planter des arbres. Moi, j'ai décidé de planter des âmes. Et la terre la plus fertile que j'ai trouvée pour planter ces âmes, c'est le cœur de nos enfants. Dans les âmes que je voudrais planter, vous trouverez nos valeurs, notre identité, notre richesse. Vous trouverez notre africanité. Et de ces âmes naîtront des fruits tels que la confiance en soi, l'intégrité, l'abnégation, le courage et surtout les valeurs.
Mon souhait est de planter ces âmes dans le cœur de nos enfants, c'est vrai, mais pas uniquement. Je voudrais les planter également dans le cœur des enfants d'ailleurs, afin de bâtir pour nos enfants des ponts de dignité qui mettront fin à des fléaux tels que l'immigration clandestine. Parce que finalement, si enfants ils apprennent à se connaître, ils pourront se parler de cœur à cœur. Et j'espère qu'à 18 ans, quand Naïma ira à l'étranger et qu'elle dira à son ami « Je viens de la Côte d'Ivoire », son ami lui dira « Je connais ton pays, parce que j'ai vu une poupée qui te ressemblait et elles sont belles, les femmes de chez toi. » Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la transition démographique? C'est très simple. Vous connaissez, c'est très bien. C'est simplement un moment où on se rend compte que le taux de mortalité baisse et le taux de natalité augmente. En français, tout simple, on va devenir plus nombreux dans pas longtemps. D'accord? Donc là, on est 100. En 2050, on sera 200. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'Africains sur cette terre. Et on nous dit qu'en 2050, nous serons 2,4 milliards. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressens en ce moment une dynamique. Il y a des pépites qui sortent de notre continent. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'art, de la musique. Je vous parle de personnes comme Angélique Kidjo, Chimamanda Ngozi, toutes ces personnes-là, et même monsieur le député, monsieur le préfet, pardon. Il y a toutes ces personnes-là qui affirment leur authenticité, et je pense qu'elles ont un seul point commun, elles savent d'où elles viennent, et elles n'ont pas peur de le revendiquer. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est très simple. Finalement, comme mon professeur me l'a dit il y a quelques années, le monde n'attend de nous qu'on lui dise la seule chose qu'il ne sait pas de nous. Parce que finalement, l'Afrique, ce n'est pas que le sida, ce n'est pas que la guerre, ou du moins, ce n'est plus ça. Et très bientôt, ça ne sera plus du tout ça. Il faut donc que nous commencions dès maintenant à préparer cette nouvelle génération en leur donnant les bonnes armes pour faire de bons ambassadeurs. Je ne vous dis pas que ça sera facile. Je ne pense pas que toutes ces personnes-là vous disent qu'elles aient vécu une vie facile. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ah non, ce n'est pas facile. Entreprendre, ça fait peur. Entreprendre, ça demande d'avoir un mental de sportif parce que nous sommes tout le temps confrontés à nos limites. J'ai souvent eu peur, très souvent. J'ai eu peur quand en 2018, à mon bureau, nous avons été victimes des inondations et qu'à quelques mois de la fête de Noël, nous avons perdu plus de 80% de notre stock. Et j'ai eu peur. Mais les femmes qui m'accompagnent et moi-même, nous nous sommes battues, nous avons continué. Et cette année-là, nous étions malgré tout sous les sapins. C'est ce qui me permet de vous dire ce soir que Naïma Dolls est, après toutes ces années d'expérience, la première marque de jouets africaine qui a pour ambition de très bientôt aller titiller les grandes marques pour qu'à la fin, nos enfants ne trouvent pas seulement dans nos rayons des jouets qui leur ressemblent, mais qu'ils puissent les trouver également à New York ou beaucoup plus loin. Tous ces enfants-là m'appellent affectueusement Tata Sarah. Tout le monde m'appelle Tata Sarah. J'ai beaucoup d'enfants. Dieu m'en a donné 2, mais j'ai beaucoup d'enfants de cœur. C'est pour cela que 2020 également est le début pour moi de l'activité de notre fondation. Nous avons déjà commencé bénévolement à donner à notre communauté et surtout à partager ce message finalement qui est important pour que nous puissions comprendre qu'au-delà du jeu, un enfant se construit et il est important dès le bas âge d'avoir les bons repères. Nous allons donc continuer à aller voir toutes les couches de la société pour que tous les enfants puissent avoir chez eux une poupée, un jouet Naïma et qu'ils puissent se regarder en se disant « Je suis beau, je suis belle, je peux aller plus loin ». Mesdames et messieurs, je vous ai parlé tout à l'heure de transition démographique. Je vous ai parlé de Wanimé. Mais ce que je n'oublie pas de vous dire, c'est que le thème de ce TEDx, c'est la préhistoire. Je vous ai parlé de 2050. Je peux même vous parler de 2100. 2050, c'est dans 30 ans, puisque nous sommes en 2020.
Et ce que je veux vous dire, c'est que comme vous, moi j'ai des aïeux, j'ai des ancêtres. Mais ce que vous ne savez pas, ou peut-être que vous n'avez pas mesuré, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la préhistoire de cette histoire. Vous êtes les ancêtres de ces enfants dont je vous parle, de ces enfants qui doivent porter loin le flambeau de l'Afrique et changer l'image qu'on peut avoir de nous. C'est pour cela que dès aujourd'hui, il est important que vous puissiez prendre vos responsabilités et que vous fassiez attention à la manière dont vous éduquez vos enfants. Parce que l'amour que vous allez leur donner, eux le donneront à leur tour à leurs enfants. Et finalement, je pense que plus tard, en 2100 ou en 2050, on vous dira que l'Afrique a changé de visage. Vous savez, ma mère a un proverbe qu'elle dit souvent. Elle dit que quelle que soit la robustesse du corps qu'on a, si on décide d'utiliser de l'argile pour s'en faire des mollets, à la moindre érosion, tout s'écroule. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est bien de faire voyager vos enfants. C'est bien de les envoyer dans les plus belles et les plus grandes universités du monde. Mais n'oubliez pas l'ancrage. N'oubliez pas de leur dire d'où ils viennent et qui ils sont. Parce que finalement, tous ces beaux cadeaux, c'est beau, c'est bien. Mais finalement, comme moi, je garde à cœur ces moments inoubliables avec mes parents, je peux vous dire que le plus beau cadeau que vous ferez à vos enfants, c'est de leur donner des racines et des ailes. Je vous remercie.